Bonjour, dans le cadre de notre table ronde sur l'énergie, la réhabilitation, nous recevons Patrick Rubin de l'agence Canal. Bonjour. Et Michael Violet de Synapse Construction. Bonjour. Donc Synapse Construction, c'est un groupe d'ingénierie d'envergure nationale qui compte 80 collaborateurs environ, déployés sur 7 sites, dont Mâcon, Lyon et Paris les principaux. Synapse Construction est expert dans la conception tout corps d'État, de tout bâtiment, toute activité confondue, et il assure également la maîtrise d'œuvre globale d'opérations de réhabilitation et rénovation, plus particulièrement dans le cadre de la maîtrise de l'énergie. Et il est également spécialisé dans l'audit et le diagnostic des installations techniques. Tout à fait. Donc Patrick Rubin, donc une agence d'architecture qui a travaillé beaucoup sur la réhabilitation, la reconversion, qui continue de travailler sur ces sujets, avec récemment la conversion de l'Arsenal des Capucins à Brest en médiathèque. Également à Lille, quel était le bâtiment qui a été converti? Pour l'INRIA, une fabrique qui a été transformée pour les bureaux de l'INRIA avec des labos. Et surtout aussi une activité de recherche développée par l'agence depuis quelques années sur le thème de la transformation, la réversibilité, avec des publications dont la dernière s'appelle Transformation des situations construites, qui explore toujours ces questions de l'usage des bâtiments, comment les faire évoluer. Oui, le déjà là qui doit muter. On a abordé dans un premier temps la question de la rénovation sous l'angle de la rénovation thermique stricto sensu, avec l'isolation, la partie isolation des façades qui est la partie la plus visible de ces travaux. Michael Violet, vous dites que en fait, il ne faut pas s'arrêter à cet aspect visible, mais il faut s'intéresser aussi à d'autres aspects qui touchent notamment la ventilation, les équipements. Tout à fait, l'impact d'une isolation extérieure sur un bâtiment, quel qu'il soit, a d'autres impacts, notamment sur le confort acoustique interne, puisqu'on transfère des problématiques extérieures qui se retrouvent à l'intérieur. La problématique, en effet, des débits de ventilation pour renouveler l'air en lien avec la qualité d'air intérieur. On va avoir aussi d'autres problématiques qui vont venir se greffer, notamment sur l'impact matériaux, l'impact carbone des matériaux de mise en œuvre, notamment sur les procédés d'isolation extérieure, qu'ils soient enduites ou en bardage. Voilà. Tout ceci mène à avoir une réflexion un peu plus globale, au-delà de la thermique, en prenant l'acoustique, la sismique, le confort, et notamment une problématique qui va être de plus en plus prégnante, qui concerne le confort thermique d'été. Et notamment, il y a une question aussi qui se pose sur les matériaux, c'est un peu aussi leur bilan carbone, puisque on va réaliser des travaux d'isolation thermique par l'extérieur pour les économies d'énergie et pour réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre. Et là, se pose la question des isolants, parce qu'avec des isolants issus du pétrole, le bilan carbone n'est pas très favorable. Donc comment on évalue en fait le poids carbone des matériaux dans ces opérations? Synapse a l'avantage de travailler sur des opérations de réhabilitation et des opérations neuves. 50% de chiffre d'affaires en réhabilitation, 50% en neuf. Sur des opérations neuves, nous sommes un peu précurseurs en construisant des bâtiments en terre, en bois paille, et on voit de suite que l'impact des matériaux dans les futures réglementations, E+C- et la future RE 2020, aura un impact sur l'amélioration, la thermique dans des opérations de rénovation. Actuellement, nous sommes toujours sur une obligation de respecter une RT 2005 qui commence à être vieillissante, mais j'ai bon espoir que la future réglementation impose, ou en tout cas fasse évoluer cette réglementation, en mettant un poids carbone, on va dire, sur le complexe isolant, tout comme les menuiseries, quand on change les menuiseries sur une opération de réhabilitation. Donc l'impact carbone va, pour moi, avoir de plus en plus de poids dans des opérations de rénovation énergétique. Donc Patrick Rubin, quand on aborde la réhabilitation et notamment l'isolation thermique par l'extérieur, il y a un aspect de métamorphose du bâtiment, on change l'aspect de la façade en lui donnant un peu un nouveau visage, mais vous pensez qu'on pourrait aller beaucoup plus loin que cette mutation un peu cosmétique et complètement transformer le bâtiment? Quel système vous penseriez pour... C'est une hypothèse à partager, mais c'est passer de l'autre côté du miroir.
passer de l'autre côté de la façade. C'est à partir du moment où on met de l'énergie sur l'extérieur, peut-être que ça peut conduire à aussi réfléchir l'intérieur. Et puis je ne vois pas pourquoi on réfléchirait uniquement à faire un manteau thermique, qui a quelques inconvénients aussi, et qu'on ne s'occuperait pas du confort intérieur des habitants, enfin, au niveau de l'usage. Et ça fait un moment, je ne suis pas le seul, qu'on peut penser que les façades, si elles s'épaississent déjà naturellement avec les isolants portés à l'extérieur ou à l'intérieur, elles pourraient s'épaissir encore plus pour faire ce que j'appelle la façade épaisse. Et la façade épaisse, si elle est vraiment épaisse, elle pourrait, j'appelle même ça la façade gainée, et elle pourrait contenir les fluides. Et les fluides se déplaceraient du noyau central sur la façade sur l'enveloppe globale, c'est-à-dire qu'on ferait une vêture. Ce qu'on appelle une vêture, c'est prendre l'habit chez les moines. Donc, elle prendrait l'habit, et cet habit, il peut varier sur, on va dire, 90 cm, 120 cm, pour intégrer les pièces d'eau, les cuisines enfin retrouvées avec la lumière naturelle. Et c'est une hypothèse qu'on essaie de développer sur des projets qui pour l'instant sont théoriques, mais que j'aimerais bien faire passer avec des industriels sur des sujets qui nous préoccupent, quoi. Parce que si on regarde l'évolution des réglementations thermiques notamment, on voit que depuis leur création en 1974, elles ne cessent d'évoluer, même si elles évoluent plus vite dans le neuf que dans la réhabilitation, mais le neuf tirant quand même l'ancien, on pense qu'aussi elles finiront par évoluer. Notamment, on va passer maintenant à des réglementations qui prennent en compte, qui sont plus seulement thermiques mais environnementales, qui prennent en compte le carbone. Ce qui fait qu'en fait, il y a une évolution de la façade à attendre. Est-ce que des systèmes comme ceux que décrit Patrick, ça permettrait aussi d'intervenir sur les façades? Est-ce qu'on va devoir aussi intervenir en changeant les équipements, en renforçant la ventilation? Oui, la question se pose, le coût du mètre carré habitable et la rareté du foncier. On a tendance, vouloir à extérioriser, ou en tout cas à cacher, à laisser libre le maximum d'espace intérieur pour en faire, en effet, le rendre à l'usager. On construit, on rénove, en effet, pour des occupants, donc il faut quand même se mettre à sa place. Après, des solutions existent. Il y a déjà eu des sujets, notamment de passage de gaines de ventilation en extérieur, en profitant en effet du complexe isolant. On se retrouve avec des gaines de ventilation extérieures qu'il faut surisoler parce qu'elles sont à l'extérieur. La réglementation thermique nous impose d'isoler ces gaines à minima. Donc c'est vrai que les complexes commencent à grandir. Entre-temps, vous prenez en compte les ponts thermiques structurels. Vous avez de nouvelles règles sismiques. Il faut tenir tout cet équipement sur 80, 70, 90 cm. Je pense qu'on aura quand même quelques sujets d'accroche sur des façades existantes. Donc c'est pas si simple que ça. Les choses évoluent. On va peut-être avoir de nouveaux matériaux plus fins, plus performants, plus écologiques, qui permettront de gagner aussi quelques centimètres sur ces complexes. Voilà, je sais que les industriels commencent à travailler. Il y a eu des industriels qui ont fait des façades, on va dire, intelligentes, actives, où vous aviez éventuellement du panneau photovoltaïque, le système de ventilation et de chauffage, tout intégré dans un complexe de façade, à plugger sur une façade, qui jouait complètement son rôle. Le Covid va peut-être aussi avoir un impact sur les solutions innovantes des industriels, notamment l'hospitalier, où on veut se protéger des virus, on veut rendre les chambres, on va dire, plus ou moins étanches, et des systèmes individualisés de ventilation, chauffage, en gros rendre presque une chambre autonome. Voilà, je pense que des industriels doivent travailler sur le sujet. S'ils ne sont pas, à mon avis, c'est un axe à développer. Quels seront les coûts, tout comme sujet de réhabilitation. Voilà, c'est la standardisation qui fera diminuer les coûts et faire évoluer le monde du bâtiment. Parce qu'il y a un sujet de coût, en fait, Patrick Rubin, vous avez une certaine expérience dans la réhabilitation. Vous aviez transformé le siège de Libération, qui était un ancien garage, donc en bureau pour un quotidien national. Et donc vous dites qu'aujourd'hui, vous voyez sur vos opérations, puisque la ville de Paris, par exemple, prend en compte des problématiques non seulement d'isolation, mais aussi de réglementation phonique, qui conduisent aussi à renforcer l'isolation phonique donc par du béton, de la masse. Et vous dites qu'au final,
dans une réhabilitation, vous preniez un exemple, on a rajouté 4000 mètres cubes de béton et que finalement les travaux finissent par coûter aussi cher en neuf, en réhabilitation qu'en neuf. Oui, parce qu'il y a des normes qui se décrètent et qui s'appliquent pas de manière simultanée. Je pense que quand on fait une rénovation, et c'est vraiment le travail de demain, la transformation est évidemment c'est notre cheval de bataille à tous, quoi. Il faut y aller. Et j'ai même envie de parler de réparation, c'est dire qu'il y a, si je continue sur la façade épaisse, sur la sophistication d'une façade, de l'intérieur, allez, on va dire son épaisseur sur disons 1 mètre. Si on arrive à tout conjuguer, la technique, la thermique, l'acoustique, enfin l'enveloppe quoi, sur ce segment, il est certain que le poids du budget se porte sur la façade et qu'on peut, à l'intérieur, je parle de rénovation, utiliser beaucoup plus des composants de la réparation qui font tomber le prix. Parce que ce qui n'est pas normal, c'est qu'un bâtiment transformé coûte plus cher qu'un bâtiment construit. Et on va commencer à s'en inquiéter puisque le parc, aujourd'hui, le foncier étant évidemment très absent, on va se retourner sur des bâtiments, pas seulement historiques, heureusement, des bâtiments ordinaires, des bâtiments où on habite, où on travaille. Et je me souviens être allé à Trévise, à côté de Venise, visiter l'usine Permastelisa, qui fabrique les façades des tours. Alors il y avait Rogers Piano, enfin leur prototype plutôt, qui était là, et on sent le degré de sophistication qui est développé pour faire du neuf. Il n'y a pas de raison, le marché venant, que cette sophistication à la fois frugale et intelligente ne vienne pas sur la question de la rénovation. Vous voyez ça, Michael Violet, des systèmes, qu'est-ce qu'on imagine aussi dans les bureaux d'études? Ces sujets de transformation, rénovation, on a beaucoup d'exemples, on a beaucoup de sujets en cours, d'immeubles tertiaires de bureaux qu'on transforme en résidence étudiante, en co-living, en coworking, en crèche, en salle de sport. Donc qui nous impose en effet, comme le dit Patrick, de recharger les planchers, puisque un immeuble tertiaire, quand on le remplace par une salle de sport, on n'a pas les mêmes équipements, on n'a pas les mêmes poids, on n'a pas les mêmes contraintes acoustiques. La réglementation acoustique, en effet, dans l'existant en logement, il n'y a pas de réglementation. On se cale donc, comme la ville de Paris et le plan climat, sur les exigences du neuf, donc on est obligé de recharger. Mais la question pourrait se poser, est-ce qu'on ne profite pas de cette recharge pour noyer la ventilation ou faire d'autres choses? En tout cas, en profiter tout comme la façade épaisse, on pourrait en effet profiter de cette recharge pour ne pas mettre que du béton, qui pourrait être recyclé d'ailleurs, avec un faible impact carbone, mais en profiter pour faire d'autres choses. De l'importance du diagnostic, qui est souvent, je ne veux pas dire soldé, mais enfin qui n'a pas la valeur qui serait réclamée sur un existant. Je disais que dans la loi MOP, puisqu'elle est quand même toujours, elle existe la loi MOP, on a les mêmes valeurs de temps de travail pour faire une esquisse ou pour faire un diagnostic. Or, c'est tout le contraire. Un bâtiment qui se transforme, il se gagne au moment du diagnostic. Et on pourrait même aller plus loin. On peut considérer qu'un bâtiment à transformer, il faut considérer son programme après le diagnostic. Et non pas forcer un programme à rentrer dans un bâtiment qui ne serait pas aimable, quoi. Donc, de l'importance du diagnostic, et à partir de là, on peut faire évoluer, on est prisonnier des normes, elles vont évoluer parce que les normes sont faites pour évoluer, mais que ce soit sur les planchers, que ce soit sur les façades, c'est tout l'existant. Après tout, sur un bâtiment existant, il faut se préoccuper de l'existant. Et il ne faut surtout pas aussi continuer à abuser des logiques de construction pour rentrer dans l'existant. C'est-à-dire que les entreprises doivent diversifier leurs prestations. Quand c'est sophistiqué, très bien, les majors, les bureaux d'études peuvent, évidemment, ils ont leur vocabulaire, mais à un moment, il faut quitter ce vocabulaire et être sur, évidemment, une partie de réutilisation, mais aussi une nouvelle intelligence du second œuvre, et qu'on ne soit pas obligé de reproduire
le séquençage des T2, des T3 ou les open space, on peut inventer d'autres usages sur l'intérieur de ces plateaux qui, là, si on met le budget dans la façade épaisse, pourraient bénéficier de coûts très très bas. Et donc on arriverait, enfin moi mon objectif, ce serait d'arriver entre 1200 et 1500 euros pour une rénovation tout à fait réglementaire, mais pas dépenser 2002 ou 2005 dans certains cas, ce que représentent des réhabilitations lourdes. Et je dirais qu'il ne faudrait même pas employer de grue sur une rénovation. Il faudrait avoir des moyens beaucoup plus, presque des moyens de SAV, quoi, de service après-vente. Mmh. Mais est-ce que c'est les grues qui coûtent sur les chantiers ? C'est la culture. C'est la culture. C'est la culture de l'entreprise générale qui est extrêmement expérimentée sur les constructions, qui apporte sa culture sur la rénovation. Et là, je crois qu'il faut qu'on soit tous ensemble à réfléchir à des systèmes un peu déviants de la construction neuve pour pouvoir inventer des systèmes plus adaptés à la rénovation. Ou anticiper sur les futurs modes constructifs, puisqu'on a certaines difficultés à transformer des bâtiments existants et à changer en fait leur usage, passer de bureaux à logements ou d'autres. La réglementation thermique neuve était très bien faite de ce point de vue, c'est qu'à un moment on imposait le changement, ou en tout cas la réversibilité des modes de chauffage. C'est-à-dire que demain, un immeuble de logement qui était chauffé au gaz, il devait pouvoir être chauffé autrement. Pourquoi la construction de bâtiments neufs, actuellement, n'aurait pas ces standards aussi ? Nous, on est en train d'expérimenter sur un projet concret, enfin c'est même plus d'expérimentation, sur Lyon, où on a un immeuble de bureau et logement de 3000 m², au rez-de-chaussée du commerce et du restaurant, et les 4 étages supérieurs, on a la même hauteur de dalle à dalle. On en fera du bureau en mettant un faux plancher, on en fera du logement sans faux plancher, et on a une trame de façade qui est certes identique, un peu rythmée, mais voilà, pour moi c'est l'immeuble de demain, qui permettra aussi un usage mixte d'avoir son logement et son bureau, potentiellement son lieu de travail sur place. En parlant d'adaptabilité, aujourd'hui il y a un très fort consensus sur l'isolation thermique, même si c'est, comme ça a été rappelé dans la table ronde, un sujet dont on parle depuis quand même une quarantaine d'années. Comme on est très dans une réaction au temps présent et des consommations énergétiques de bâtiments existants qui sont trop élevées et qui viennent surtout du chauffage. Et comment on peut anticiper en fait les épisodes qu'on nous prédit de surchauffe qui seront aussi la donne à l'avenir. Est-ce que nos bâtiments isolés tels qu'on les conçoit aujourd'hui seront adaptés ou est-ce qu'il faudrait faire autrement ? Le chauffage ne devient pas nécessairement la première contrainte. Les bâtiments neufs, typiquement la réglementation, le poste prédominant en habitation, c'est plutôt l'eau chaude sanitaire. C'est vrai que réisoler, faire des bouteilles thermos sur des bâtiments existants pose différentes contraintes et problématiques. Puisqu'on étanche le bâtiment, on le rend étanche à l'air, il faut en même temps et globalement rénover l'immeuble. Changer la ventilation, en profiter pour changer en effet tout ce qui est salle de bain sanitaire, mais la ventilation pour évacuer la chaleur est un des premiers leviers pour éviter cette surchauffe. Habituellement, on est encore sur des réglementations qui sont un peu, pas obsolètes, mais en tout cas qui ont quelques années derrière. L'arrêté de 82 sur la ventilation dans les immeubles d'habitation, on devrait le mettre à jour. On sort des nouvelles réglementations tous les 5 ans. On chauffe encore à 19 degrés alors que tout le monde chauffe à 21, 22. On est encore sur des débits qui sont trop faibles. La norme européenne, d'ailleurs, sur les débits de ventilation, préconise des débits plus importants. Donc ça, ce sera un des premiers leviers pour éviter les surchauffes. Les protections solaires. Le voleur roulant classique en réhabilitation, est-ce que c'est la solution de demain ? Jour, nuit, vous ne pouvez pas laisser passer d'air la journée, s'il est un peu plus frais ou pas. Voilà. On va avoir des soucis, c'est sûr. J'ai pas de solution miracle. Patrick en a peut-être ou a réfléchi sur la problématique pour anticiper tous ces phénomènes, mais on voit très bien que depuis 3 ans, 4 ans, on atteint des températures de 36-37 degrés
dans des immeubles. Enfin, voilà. En tout cas, c'est problématique. Dans le sud de l'Italie, dans le tout sud de l'Italie, j'ai appris que fallait vraiment fermer et les stores, et les jalousies, et les persiennes, et les fenêtres pour qu'on puisse garder à l'intérieur le frais et non pas faire entrer le chaud. Donc c'est vrai que cette question de la fenêtre, de l'intelligence de la fenêtre, elle aussi, quand on parle de façade sophistiquée, ça en fait partie. Il faut absolument voir le nombre de filtres qu'il faut et qu'ils soient plutôt de bon sens, parce que quand on voit à Naples sur ces petits balcons quelques jalousies, quelques plantes, on sait qu'il y a un peu de bon sens à trouver pour faire des courants d'air, pour faire des ventilations naturelles, diurnes et nocturnes. Donc ça, c'est plutôt une question de ventilation et de faire très attention à ne pas capter du chaud. Ça va être vraiment notre problème demain. Voilà. L'îlot de chaleur urbain, c'est vrai que les politiques se sont emparés un peu de la problématique. On voit très bien, la ville de Paris veut replanter X 1000 arbres. C'est nécessaire. Ça permet de baisser la température dans les villes, donc de rafraîchir plus facilement les logements. C'est sûr, c'est simple, un arbre, c'est facile à entretenir. C'est quand même moins complexe qu'une potentielle menuiserie super intelligente qui nous fera du froid demain. Il faut éviter à tout prix ça et faire ce que la nature sait faire le mieux par l'évaporation, apporter de la fraîcheur en ville. Il y a une belle photo où on voit Godard et Brigitte Bardot sur une terrasse avec quelques plantes. On sent que la toile de la pergola a été mouillée, et ça, c'est véritablement la manière de capter de la fraîcheur. Encore une fois, c'est en Italie du Sud. C'est-à-dire que les pays où il fait chaud sont pleins d'enseignements sur ces sujets. Donc ça va être un peu une révolution de la simplicité, puisque vous ne prenez pas trop de techniques. Moins il y a de techniques, moins il y a de problématiques de maintenance, moins c'est onéreux. Donc les solutions les plus basiques, des fois, sont les plus efficaces. Planter un arbre, protéger une façade sud ou autre d'une maison, vous plantez un arbre, vous avez une protection solaire en été, et si l'arbre perd ses feuilles en hiver, vous captez le rayonnement solaire. Donc c'est assez simple et basique. Et pour faire un courant d'air, il faut un appartement traversant, ou des bureaux, ou un appartement et des bureaux. Et c'est vrai que la question du réversible qui a été abordée tout à l'heure, mais c'est évident, c'est d'utilité publique. Tous les bâtiments doivent être aujourd'hui construits pour accepter de l'activité du bureau, du logement. Et ceux-ci coûteront beaucoup moins cher à rénover, puisqu'ils auront anticipé toutes les solutions, du moins une grande partie des solutions, et on aura moins à détruire. Ça veut dire que typiquement la trame classique d'un bureau, vous avez un bureau, une circulation, un noyau central avec les salles de réunion, une circulation en bureau. Non, c'est fini ça. Voilà. Elle n'est plus adaptée pour transformer demain en logement. Épaisseur 13 mètres, hauteur de 70, c'est autour de ça que plusieurs personnes travaillent. Que le foncier est tellement rare qu'on a envie de maximiser la surface construite. Donc voilà, on est un peu dans des divergences entre le coût du foncier, le coût de la construction et des mètres carrés et le droit. Et c'est pour ça qu'il faudra beaucoup transformer. Demain, c'est la transformation. Très bien. Merci.